Washington, Paris et Londres voulaient condamner l'attaque chimique d'Idlib à l'ONU, mais le vote sur leur projet de résolution a été repoussé au Conseil de sécurité. C'est la conséquence de l'opposition ferme de Moscou dans ce dossier, allié indéfectible de Damas. Nommé en janvier dernier, Steve Bannon n'est plus membre du Conseil national de sécurité américain. Il a été évincé par Donald Trump, pourtant à l'origine de sa nomination il y a 3 mois. La Guyane va bien bénéficier d'un plan d'urgence d'1 milliard d'euros. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve l'a acté lors du Conseil des ministres. Sur place, le centre spatial de Kourou a été libéré, mais les manifestants ne décolèrent pas. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. Réuni en urgence, le Conseil de sécurité de l'ONU a donc une nouvelle fois montré son impuissance dans le dossier syrien. Confronté à l'hostilité russe, le vote sur le projet de résolution pour condamner l'attaque chimique d'Idlib a été reporté. Un texte à l'initiative de Londres, Paris et Washington. Selon le dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 86 personnes auraient péri dans ce bombardement. Pierrick Laurent. À leur arrivée en séance, les ambassadeurs français, britanniques et américains savent déjà que la réunion est un échec. Les 3 pays ont rédigé une résolution condamnant fermement l'attaque chimique perpétrée mardi en Syrie. Mais une fois de plus, la Russie soutient fermement son allié, Bachar el-Assad. À ce stade, nous ne voyons pas le besoin d'adopter cette résolution. Les décisions prises par le passé sont suffisantes pour enquêter sur cet incident. Les regards en disent long sur la tension qui règne dans la salle. Vient alors la réponse de l'ambassadrice américaine. Photo de victimes à l'appui, elle accuse directement la Syrie et laisse transparaître une colère sourde. La vérité, c'est qu'Assad, la Russie et l'Iran n'ont aucun intérêt à obtenir la paix. Combien d'enfants doivent-ils encore mourir pour que la Russie réagisse? Silence glacial. Face à l'impuissance désormais flagrante des Nations Unies, Washington menace même d'une action unilatérale. Mais qui est vraiment responsable de l'attaque perpétrée mardi? Pour les Occidentaux, cela ne fait pas de doute, le régime syrien a mené les bombardements. Moscou confirme, mais réplique que le gaz se trouvait en fait au sol. L'armée aurait visé des stocks entreposés par des groupes rebelles. Impossible de savoir quelle version correspond à la réalité. Tous les acteurs sont en tout cas d'accord pour qu'une enquête soit menée au plus vite. Une attaque qualifiée de terrible affront contre l'humanité par Donald Trump. Les États-Unis qui n'excluent pas désormais une action unilatérale en Syrie. Pour le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, la Russie doit, je cite, bien réfléchir à son soutien au régime syrien. On reste aux États-Unis où Steve Bannon, le conseiller du président réputé proche des milieux nationalistes, a été exclu du Conseil national de sécurité, un organe stratégique du pouvoir américain. La décision a été entérinée par Donald Trump. C'est pourtant le président américain qui l'avait élevé en personne au rang de membre permanent. Écoutez les précisions de notre correspondant à Washington, Gallagher Fenwick. Au sein de la Maison-Blanche, on explique tout simplement que la présence du très controversé Steve Bannon n'était plus nécessaire au sein de cette instance, à savoir le Conseil de sécurité nationale, tout simplement parce que cette cellule, qui a déjà subi de sérieuses turbulences, puisque son ancien chef, à savoir Michael Flynn, le général retraité, a dû démissionner et Steve Bannon devait justement servir de contrepoids par rapport à Michael Flynn qui a dû démissionner après avoir notamment menti au vice-président sur des contacts qu'il aurait eus avec l'ambassadeur russe ici aux États-Unis avant l'investiture du président républicain. Cela n'explique sans doute pas toutes les raisons pour lesquelles effectivement Steve Bannon est évincé, exclu ou choisi de quitter cette instance. On ne sait pas véritablement à ce stade. Toujours est-il que le personnage est effectivement haut en couleur, pour ne pas dire controversé, puisque vous l'avez dit, il est connu pour sa proximité avec les milieux nationalistes, suprémacistes, notamment de la droite dite alternative, pour ne pas dire extrême, voire ouvertement raciste, directeur également du site Breitbart News qui s'adonne souvent à des thèses conspirationnistes sur des sujets sensibles. Pour autant, attention, Steve Bannon ne disparaît absolument pas du paysage politique américain et encore moins de cette Maison-Blanche où il continue de jouer un rôle clé auprès du président Donald Trump.
Les Gambiens sont appelés à choisir leurs députés ce jeudi des législatives qui sont les premières élections dans le pays depuis la chute de Yahya Jammeh qui est resté au pouvoir pendant 22 ans. Alors comment s'est déroulée la campagne? Reportage de nos envoyés spéciaux Sarah Sacco et Duncan Woodside. Dans le centre-ville de Banjul, rien ou presque n'indique l'imminence du scrutin législatif. Mais les Gambiens sont enthousiastes. C'est la première fois en plus de 2 décennies que l'élection est aussi ouverte. Ça va être radicalement différent de toute évidence. Ça va être différent parce qu'avant, il n'y avait qu'un parti. C'est très intéressant et je suis comme tout le monde très contente. Tout le monde a le droit de voter pour le candidat de son choix. 238 candidats sont sur la ligne de départ pour 53 sièges de députés. Du jamais vu de mémoire de président de la commission électorale. Oui, avec cette nouvelle liberté, tout le monde veut être de la fête. Tout le monde veut être politicien. Sur le terrain, 9 partis battent campagne. 7 appartiennent à la coalition présidentielle, telle l'UDP, le Parti démocratique unifié. L'opposition historique, désormais au pouvoir, se veut confiante. Nous avons vraiment une base électorale en Gambie. Et maintenant qu'il y a la démocratie, les gens sont libres de soutenir le parti de leur choix. Et nous allons vraiment voir que l'UDP est le parti que les gens supportent. Mais le parti de l'ancien président, Yahya Jammeh, a lui aussi ses partisans. Les gens attendent la victoire. Cette élection servira de preuve. Tout le monde va savoir que le président Jammeh reste aimé ici en Gambie. La campagne s'est arrêtée mardi à minuit. Le vote débutera jeudi à 8 h du matin, heure locale. La République démocratique du Congo aura un Premier ministre dans les 48 heures. Pas sûr pour autant que cette annonce faite devant le Congrès par le président Joseph Kabila mette un terme à l'impasse politique que traverse le pays. Une crise qui dure, je vous le rappelle, depuis le 20 décembre dernier et la fin supposée du mandat du chef de l'État actuel. Le Maroc, lui, a de nouveau un gouvernement. Après 6 mois de blocage, le roi Mohamed VI a révélé le nom des nouveaux ministres. À leur tête, Saadedine Lotmani, le numéro 2 du parti islamiste Justice et Développement, un PJD qui perd notamment le contrôle du ministère de la Justice et des Libertés. À Gaza, les fonctionnaires de l'autorité palestinienne sont en colère. Ils ont manifesté ce mercredi contre la baisse drastique de leur salaire, décidée du jour au lendemain. Des coupes qui ne seraient que temporaires selon le gouvernement palestinien. Serine Bey. Sur cette place de la ville de Gaza, des fonctionnaires de l'autorité palestinienne venus exprimer leur colère. Mardi soir, le gouvernement a décrété des coupes dans leur salaire. Des coupes constatées dès le lendemain par ses employés venus retirer leur argent à la banque. Le gouvernement palestinien doit faire marche arrière sur sa décision, car cela a un impact sur nos enfants. Cet homme est employé au ministère palestinien de la Santé et vit à Gaza avec sa famille. Il est directement touché par la décision du gouvernement et a dû commencer à faire des rationnements. Nous avons acheté un peu de thym et du pain pour les enfants, mais nous ne pouvons pas acheter de tomates à cause de cette situation désespérée. Cette réduction des salaires a fait empirer les choses. Je ne sais vraiment pas comment je vais m'en sortir jusqu'à la fin du mois. Ils sont 70 000 employés de l'autorité palestinienne à vivre dans la bande de Gaza. Depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007 et y a placé sa propre administration, ces fonctionnaires se sont retrouvés au chômage technique. Ils continuent d'être payés sans travailler, en accord avec le gouvernement en Cisjordanie. Selon l'autorité palestinienne, ces réductions de salaire sont temporaires. Le gouvernement justifie ces coupes en invoquant la baisse de l'aide perçue par la communauté internationale. Direction à présent le Venezuela, désormais contrôlé par l'opposition. Le Parlement a lancé une procédure pour destituer les magistrats de la Cour suprême. Le texte évoque un coup d'État. La semaine dernière, la plus haute institution du pays, favorable au président Maduro, s'était arrogé les pouvoirs des députés avant de faire volte-face 48 heures plus tard.
La crise en Guyane au cœur des débats du Conseil des ministres. Le plan d'urgence promis par Paris d'un peu plus d'1 milliard d'euros a été validé ce mercredi par Bernard Cazeneuve. Sur place, le centre spatial qui avait été occupé a été libéré. Les délégués des manifestants, eux, ne veulent rien lâcher et demandent toujours 3 milliards d'euros au gouvernement. Écoutez à ce propos notre envoyée spéciale en Guyane, Fanny Lothaire. C'est une mobilisation marathon qui commence un petit peu à s'essouffler. Ici en Guyane, la trentaine de membres des collectifs et des syndicats qui avaient pris siège dans le centre spatial de Guyane avaient insisté rester jusqu'à jeudi, jusqu'à l'arrivée du PDG d'EuroAriane Espace. Et pourtant, ils ont quitté les lieux ce matin, un petit peu après le Conseil des ministres, disant ne pas avoir été entendus par Paris. Un dialogue de sourds, semble-t-il, puisqu'ils réclament toujours 3 milliards d'euros en urgence pour la Guyane. Malgré la détermination des manifestants, eh bien, on sent un petit peu la fatigue poindre du côté des collectifs qui n'ont pas dormi de la nuit, surtout au niveau des entrepreneurs qui commencent à fatiguer de voir la région, le département paralysé par quelques 10 jours de grève générale. Les routes sont toujours bloquées, les transporteurs ne peuvent pas acheminer la marchandise du port vers les grandes villes et puis les écoles sont toujours fermées. Voilà une mobilisation qui avait transporté un petit peu un élan de solidarité en Guyane, mobilisé à peu près toutes les classes sociales et toutes les origines. Il ne faudrait pas qu'elle se transforme en guerre d'usure interne. Le premier tour de l'élection présidentielle française, c'est maintenant dans 17 jours. Ce mercredi, France 2 a annoncé que le débat prévu le 20 avril prochain était annulé. Il devrait être remplacé par des entretiens individuels avec les 11 prétendants à l'Élysée. La campagne, elle se poursuit. François Fillon était ce mercredi à Provins, en Seine-et-Marne, où il a réitéré sa promesse d'alternance. L'occasion aussi pour lui de critiquer ce qu'il appelle le plébiscite médiatique. Malgré les affaires, le candidat des Républicains l'assure « Je suis toujours là, malgré les torrents de boue déversés ». Benoît Hamon était lui à Nancy devant 3000 personnes, toujours à la peine dans les sondages avec moins de 10% des intentions de vote. Le candidat socialiste a déclaré qu'il refusait d'arrêter de rêver. Karim Yayaoui a suivi pour nous ce meeting de Benoît Hamon en Meurthe-et-Moselle. Au lendemain d'un débat où Benoît Hamon a eu du mal à se distinguer, il a reçu un accueil particulièrement chaleureux au Zénith de Nancy. Il a passé une bonne partie de l'après-midi dans la ville de l'Est du pays et dans sa banlieue. Il a rencontré des travailleurs précaires et il a rencontré également le président d'une association qui les aide à se réinsérer. Alors Benoît Hamon, pendant ce débat, a répété ses fondamentaux. Il a à nouveau défendu son revenu universel et a tenté de se poser comme toujours comme le candidat social, le candidat qui est là pour défendre les acquis et pour tenter de mettre en place de nouvelles mesures pour venir en aide aux plus fragiles. Alors il en a profité également pour égratigner François Fillon et son rapport étrange à l'argent. Un François Fillon également critiqué, présenté comme le fossoyeur du Code du travail. Marine Le Pen également n'a pas été épargnée. Il a également critiqué le service public, la chaîne de télévision publique qui a décidé de ne pas diffuser un débat le 20 avril prochain. Benoît Hamon qui a d'abord souligné que finalement ils avaient cédé à la pression d'un certain nombre de candidats. Alors évidemment ça semble difficile pour le candidat socialiste, mais un certain nombre de sympathisants avec qui on a parlé y croient encore, imaginent que les sondages puissent se tromper. Ça ne serait pas la première fois. En 2012, Jean-Luc Mélenchon, à la fin de sa campagne, était crédité de 17%. Il finira finalement à 11%. Il y a aussi un certain nombre de sympathisants qui considèrent que Benoît Hamon pose les pierres d'un édifice pour l'avenir du Parti socialiste et que même s'il n'est pas victorieux à cette présidentielle, il pourrait être à l'origine d'un nouveau virage pour le Parti socialiste, plus à gauche, plus social. Et puis il y a ceux qui espèrent encore la possibilité d'une alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui a de son côté la dynamique, ce qui rend peu probable l'idée d'une alliance entre les deux candidats de la gauche. Voilà pour l'élection présidentielle française. Si vous êtes un amateur de bonne table, sachez que la meilleure d'entre elles se situe désormais à Manhattan. L'Eleven Madison Park a été sacré meilleur restaurant de la planète. C'est le résultat du classement annuel des 50 Best. Prix du menu, $295.
Sachez que le premier restaurant français, le Mirazur de Menton, se classe 4e. Il est tenu par le chef argentin Mauro Cola Greco. Également distingué Dominique Ancel, installé à New York, le natif de Beauvais a été élu meilleur pâtissier du monde. Voilà pour ces belles images, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.